Les murmures du port. New York, 5 novembre 1872. Le ciel était d'un gris métallique, typique de ces hivers en approche. Les quais du port de New York grouillaient de bruit, d'hommes en manteaux râpés, de quais empilés, de cordages humides et de cris de mouettes insensibles aux affaires humaines. Au milieu de cette agitation, un navire en bois foncé, élégant malgré son âge, se dressait fièrement, le Marie Céleste. Capitaine Benjamin Briggs, la quarantaine posée et la barbe bien taillée, inspectait une dernière fois son journal de bord. Il notait avec soin chaque détail, comme s'il anticipait que ce voyage aurait une place particulière dans sa carrière ou dans l'histoire. À ses côtés, sa femme Sarah, douce et discrète, observait les marins charger les barils d'alcool industriel destinés à Gênes. Elle tenait la main de Sophia, leur fille de 2 ans, joyeuse malgré l'atmosphère pesante. La petite riait en courant sur le pont, sous le protecteur du premier officier Richardson, un colosse calme au regard clair. « Tu es sûr que ça va aller ?» Sarah demanda Briggs, la voix plus fragile qu'à l'ordinaire. « J'ai juste un pressentiment. Rien de plus. » Un craquement sec interrompit leur échange. Un vieil homme vêtu de noir, portant un long manteau élimé, s'approcha lentement du navire. Il tenait entre ses bras une petite caisse en bois gravée de symboles inconnus. Personne ne l'avait vu venir. Il s'adressa à Richardson dans un anglais mêlé d'un accent étranger. « Je transporte cela vers l'Europe. Pour un certain professeur. Je paie bien. Je ne prendrai pas de place. Je ne fais que veiller sur la cargaison. » Richardson hésita. L'homme n'était pas inscrit dans le manifeste. Mais après un bref échange avec le capitaine, ils acceptèrent. L'homme dont le nom restait flou, peut-être Elias ou Eli, s'installa discrètement dans la cabine arrière. Pendant ce temps, le cuisinier Gouchard racontait aux jeunes marins une ancienne légende. Celle d'un bateau qui naviguait sans équipage sur l'océan, guidé par les âmes de ceux qui l'avaient perdu. Le matelot Jacobson, silencieux, fixait la mer sans un mot. Ses yeux semblaient revivre une horreur ancienne. À la tombée de la nuit, alors que tout était prêt, un matelot du port, engagé à la dernière minute, refusa de monter à bord. Il tremblait. Ses yeux étaient fous. Ce bateau, il murmure. Il m'a parlé. Personne ne le prit au sérieux. Le capitaine donna l'ordre de lever l'ancre. Alors que le Marie Céleste quittait lentement les eaux du port, glissant vers l'inconnu, un vent froid se leva. Les mouettes s'envolèrent tout à la fois, comme chassées par une force invisible. Le navire fondit les vagues noires, emportant avec lui ses 10 âmes officielles, et peut-être une 11e dont personne ne voulait parler. Dans la cale, la petite caisse gravée vibra très légèrement. Et dans le ciel, un nuage en forme d'œil s'ouvrit, juste un instant. L'écho des profondeurs. 8 novembre 1872, en mer, Atlantique Nord. La mer était d'huile. Trop calme. Le genre de calme que même les marins chevronnés n'aiment pas. 3 jours déjà que le Marie Céleste avait quitté les côtes américaines. Le vent était presque absent, les voiles à peine gonflées, le bateau glissant lentement, comme tiré par quelque chose sous la surface. Dans la nuit, Sarah Briggs se réveilla en sursaut. Elle avait rêvé d'une cabine inondée et de voix d'enfants l'appelant depuis le plancher, comme s'il se noyait juste sous ses pieds. Elle regarda sa fille, profondément endormie, un léger sourire sur le visage. Pourtant, dans l'ombre, elle crut voir quelqu'un assis dans un coin de la pièce, immobile, comme s'il attendait. Mais quand elle alluma la lampe tempête, il n'y avait rien. Le lendemain matin, le cuisinier Gouchard se plaignit de rats. Il avait entendu des grattements dans les tonneaux, sauf qu'aucun n'avait été vu depuis le départ. Il montra un sac éventré, griffé de l'intérieur. Dans la salle des cartes, Richardson découvrit que la boussole tournait en rond, incapable de se stabiliser. L'aiguille sautait légèrement comme si elle réagissait à une présence invisible. Le capitaine tenta de rationaliser, parlant de magnétisme marin ou de défaut de fabrication. Mais la nuit suivante, un cri retentit sur le pont. Le matelot Arion Martens avait vu un enfant courir sur les voiles. Il en était certain. Pieds nus, blow, nus. Mais l'équipage fouilla chaque recoin du navire sans trouver la moindre trace. Dans la cale, le passager mystérieux, Eli, passait ses journées à murmurer dans une langue que personne ne reconnaissait. Il ne mangeait presque pas. Il caressait sans cesse sa petite caisse gravée, comme un père berce un enfant malade. Lorsqu'un marin tenta d'ouvrir la caisse pour inspecter, Eli entra dans une transe violente, poussant un cri si perçant que même les mouettes s'éparpillèrent à l'horizon. Le capitaine lui interdit tout contact avec l'équipage. Ce n'est qu'un fou, rien de plus. Mais Sarah murmura en retour. Ou peut-être un gardien. 10 novembre. Le bateau avançait.
Mais le ciel ne bougeait plus. Il restait figé, toujours gris, toujours lourd. Le soleil semblait absent. Le temps s'était suspendu. Aucun navire croisé, aucun oiseau. Le silence était tel que les membres d'équipage disaient entendre la mer parler. Le soir, Richardson trouva dans la cabine du capitaine un message gravé au couteau dans le bois. « Il n'est pas dans la mer. Il est la mer. » Briggs jura n'avoir rien écrit. Il blêmit. Dans sa cabine, Sarah découvrit une tache d'eau noire au plafond. Elle s'étendait lentement, comme si quelque chose goûtait depuis l'intérieur du bois. La tache avait une odeur de sang humide et de sel brûlé. Et sous elle, Sophia, toujours endormie. Mais son visage semblait vieilli. Juste un instant. Sarah hurla. On accourut. Mais il n'y avait rien. Juste un plafond sec. Pendant la nuit, Hawkins, le cuisinier, sauta par-dessus bord. Aucun bruit, aucun cri. Juste un plouf et une silhouette happée par les vagues. Et depuis ce soir-là, tous entendirent les pas de quelqu'un marchant doucement au-dessus du pont, même quand il était désert. Les voiles saignent. 11 novembre 1872, nuit sans fin. Le vent soufflait sans force. Il portait une odeur métallique, comme de la rouille fraîche mêlée à des algues en décomposition. Le Marie Céleste n'avançait presque plus, suspendu sur une mer aussi noire que le ciel. Pas d'étoiles, pas de lune, juste une brume épaisse qui rampait sur les flots et léchait les bastingages, comme un prédateur cherchant une faille. Les premières factures. Le marin Volker Lorenzan fut retrouvé à l'aube, prostré dans la cale, le visage couvert d'éraflures qu'il s'était infligé lui-même. Il répétait, dans un murmure rauque, « J'ai vu le fond, j'ai vu le fond. Il bouge, il me regarde. » Ses ongles étaient en sang, ses yeux révulsés. Richardson tenta de le calmer, mais Volker se jeta contre un tonneau vide et se fractura le crâne dans un bruit sec. La cale fut fermée. Le corps, placé sous une bâche, commença à chanter une eau sombre malgré le froid ambiant. Des signes dans le bois. Cette même journée, Sarah découvrit que le bois de leur cabine, au-dessus de son lit, était couvert de symboles gravés de l'intérieur du mur. Des cercles imbriqués, des silhouettes aux bras levés, des yeux, toujours des yeux. Elle interrogea son mari, mais lui-même semblait de plus en plus ailleurs, perdu dans des calculs absurdes et des gribouillis dans son journal de bord. La mer part. Le soir, alors que le silence pesait, un chant surmonta des profondeurs, comme un chœur très ancien. Tous les hommes l'entendirent. Un chant sans mots, mais d'une tristesse insupportable, comme si la mer pleurait la mort de milliers d'âmes à la fois. Arion Martin saigna du nez. Sarah tomba à genoux, hurlant de douleur sans comprendre pourquoi. Sophia s'éveilla en riant doucement, disant simplement « Il arrive ». Le passager oublié. Le passager énigmatique, Ellie, n'était plus visible depuis 2 jours. Sa cabine semblait verrouillée de l'intérieur. On n'entendait plus de murmures, plus de pas, plus rien. Briggs décida de forcer la porte. À l'intérieur, il n'y avait pas de lit, pas de provisions, pas de caisse. Juste une spirale immense gravée au sol, faite de sel marin et de sang coagulé. Et au centre, un petit cercle brûlé, comme si quelque chose avait disparu par le plancher. Les voiles saignent. Le lendemain matin, les marins montèrent sur le pont. Stupéfaits, les voiles blanches du Marie Céleste étaient rouges. Pas tachées, rouges vives, comme trempées dans du sang. Et pourtant, le tissu était sec. Le capitaine ordonna de les baisser immédiatement. Richardson grimpa à la hâte, mais lorsqu'il toucha la voile, elle s'effondra en cendres noires entre ses doigts. Le silence revint, oppressant. Dans la cabine du capitaine, le journal de bord s'était rempli seul durant la nuit. Les pages étaient couvertes d'une écriture inconnue, courbée, organique. Les mots semblaient pulser doucement à la lumière des lanternes. Briggs n'osa pas les lire à voix haute. La folie s'installe. Andrew Gillin, le second officier, fut retrouvé nu sur le pont, récitant des vers d'une langue disparue, le regard tourné vers le ciel sans étoiles. Il s'était taillé la peau du visage en forme géométrique, comme s'il avait voulu transformer sa tête en une carte. Il riait, il riait, il riait, jusqu'à ce qu'il s'écroule, mort. Sarah tomba malade. Son front brûlait, mais son corps était glacé. Elle disait que quelqu'un s'était glissé dans sa peau pendant son sommeil. Elle parlait avec une voix grave et rauque, parfois en double, comme 2 entités se disputant sa bouche. Et dans la nuit, Sophia disparut. Briggs hurla, retourna tout le navire, mais ne trouva qu'un petit soulier flottant dans un seau de sel, placé au centre du pont. Un seau qui n'existait pas la veille.
Les voiles saignent. 13 novembre 1872. Le capitaine nota une dernière phrase dans son journal. Nous ne sommes plus seuls. Le navire est un œil, et nous sommes dans sa pupille. Puis plus rien. Épilogue de l'équipage. Dans les jours qui suivirent, Jacobson sauta par-dessus bord après avoir frappé sa propre oreille jusqu'à ce qu'elle tombe. Richardson se perdit dans les cales et ne ressortit jamais. Sarah fut retrouvée sur le mât supérieur, enveloppée dans les voiles rouges, les yeux ouverts, mais noirs comme du charbon. Et Brigg s'enferma dans sa cabine, d'où s'élevait un rire calme, très doux, très inhumain. Le silence absolu. 15 décembre 1872, latitude 38,20 N, longitude 17,15 W, océan Atlantique. Le vent était revenu, froid et régulier, soufflant depuis l'ouest. Le ciel était gris pâle, tirant sur le vert. L'équipage du Dei Gratia, navire britannique en route vers Gibraltar, repéra une silhouette à l'horizon. Un voilier, aux voiles partiellement déployées, tanguait légèrement sans but, comme ivre, poussé lentement par la brise. Capitaine Morrow, une goélette à environ 6000. Aucune réponse aux signaux. Le capitaine David Morrow, un vétéran de la mer au visage buriné, sortit sa longue vue, ce qui lui glaça le sang. Le navire semblait intact, mais aucun mouvement humain à bord. Pas de vigie, pas de signe de vie, et surtout, un silence si épais qu'on aurait cru que l'océan lui-même retenait son souffle. Approche du Marie Céleste. À mesure que le Dei Gratia s'approchait, les détails devinrent plus clairs. Le nom du navire était peint en lettres noires. Marie Céleste. Les voiles étaient partiellement déchirées, couvertes d'une teinte rougeâtre étrange, comme lavée par la pluie mais marquée par quelque chose de plus profond. La coque portait de légères griffures, comme si des mains ou des ongles l'avaient gratté depuis l'intérieur. 2 hommes furent envoyés à bord pour inspection. Le second officier Oliver Deveau et le marin John Wright. Montez à bord. L'inhumanité du silence. Le premier pas sur le pont fut physiquement pénible. L'air semblait plus lourd, plus froid, et l'odeur, pas de pourriture, pas de sang, juste une odeur métallique, douceâtre, comme si le bois lui-même saignait de l'intérieur. Ils avancèrent prudemment. Le pont était désert. Une corde se balançait doucement dans le vent, mais l'air était immobile. Ils descendirent dans les cabines. Là, le temps semblait figé. Des tasses de thé sur une table, l'une d'elles renversée, liquide noir et collant. Une petite robe d'enfant soigneusement pliée sur une chaise. Le lit du capitaine, vide mais froissé. Une page du journal de bord ouverte, trempée de gouttelettes sombres. La dernière note manuscrite disait « Il ne reste que le souffle, et l'œil qui observe depuis en dessous. » Plus étrange encore, la boussole ne bougeait plus. L'aiguille restait tournée vers la mer, refusant de montrer le nord. Découvertes inexplicables. Le reste de l'inspection révéla des cabines parfaitement rangées, mais dans lesquelles chaque miroir avait été brisé, parfois avec violence. Une petite boîte enfermée dans la cabine arrière. Elle était vide, mais chaude au toucher, comme si elle venait d'être tenue. Des marques de pas dans le plafond, en suie, en sang ou en sel. Impossible à expliquer. Des cordages attachés sur une chaloupe manquante. Mais la corde était effilochée comme rongée, pas coupée. Ils retrouvèrent aussi une lettre cachée sous le matelas du capitaine. Elle était adressée à celui qui trouvera ceci. Voici ce qu'elle disait. Nous avons cru à une simple traversée. Mais la mer n'était pas elle-même. Elle pensait, elle jugeait, elle appelait. Chaque nuit, elle prenait un de nous. Elle ne veut pas qu'on parte. Elle nous garde en elle à jamais. Ne cherchez pas les corps. Ils sont ici, dans le bois, dans les voiles, dans le silence. Benjamin Brigg. Ne sont venus d'ailleurs. Au moment où Deveau sortit la lettre, un son se fit entendre depuis la cale. Un souffle. Non, un cœur. Comme une prière murmurée à l'envers. Il descendit, une lanterne à la main. Et là, au fond de la cale, entre les barils d'alcool industriel, il vit quelque chose bouger dans l'ombre. Quelque chose de grand, de maigre, de courbé, qui se fondit dans la structure même du navire dès que la lumière l'effleura. Il remonta précipitamment. Sa main tremblait. Il ne put prononcer un mot pendant 3 jours. Procès-verbal et fin ouverte. Le Dei Gratia remorqua le Marie Céleste jusqu'à Gibraltar. Le rapport officiel décrivit un navire parfaitement navigable, sans signe de lutte, sans dommages réels, mais abandonné sans raison apparente. Mais le capitaine Morrow ne parla jamais de ce qu'il avait vu lui-même,
cette ombre blanche qu'il avait aperçue sur le pont juste avant de quitter le Marie Céleste. Une silhouette, presque humaine, presque féminine, qui le fixait sans yeux. Un mois plus tard, John Wright, l'un des marins qui avait monté à bord, se jeta à la mer depuis le Dei Gratia en hurlant. Elle m'a trouvé. Elle me suit depuis la voile rouge. Elle est dans mes rêves. Et dans ses affaires, on retrouva une boucle de cheveux blonds, attachée avec un fil noir, que personne ne lui avait jamais vu. Les échos du Marie Céleste. Gibraltar, 1873, la cargaison silencieuse. Le Marie Céleste, après son remorquage, fut inspecté, vidé, nettoyé. Rien d'illégal, aucune trace de lutte. Le tribunal maritime conclut à un abandon inexpliqué. Mais ceux qui passèrent plusieurs heures dans ses entrailles racontèrent tous la même chose. Des maux de tête violents en entrant dans la cale. Une sensation d'être observé derrière chaque porte. Des cauchemars les nuits suivantes, toujours le même. Un cercle noir qui s'ouvre dans la mer et un œil gigantesque sous la coque. 1874, le rachat du navire. Le navire fut racheté à bas prix par un capitaine canadien, Gilman C. Parker, qui le rebaptisa. Le Marie Céleste devint alors le Amazon II, comme si changer son nom allait effacer son passé. Mais de son premier voyage, la malchance abattit. 3 membres d'équipage tombèrent gravement malades après avoir dormi dans l'ancienne cabine du capitaine Brigg. Des instruments de navigation explosèrent sans raison. La mer devenait inexplicablement plus profonde quand ils passaient une certaine longitude, comme si quelque chose sous eux avalait l'eau. Parker fit naufrage quelques mois plus tard, au large d'Haïti. Le Amazon II heurta un récif en pleine mer calme. Le capitaine survécut, mais perdit la raison. Interné à Halifax, il répétait à voix basse. Ce n'était pas un récif. C'était une bouche dans la mer. 1880, les archives perdues. Un archiviste passionné de navigation, Edward Mallory, consacra 10 ans à étudier le Marie Céleste. Il obtint les journaux de bord, les lettres de l'équipage et même une copie de la lettre de Brigg retrouvée à Gibraltar. Mais après avoir découvert un document étrange, une page couverte de symboles inconnus, dissimulée dans le dos du journal du capitaine, il disparut sans laisser de traces un soir d'hiver. Dans sa chambre, une seule chose fut retrouvée, le mot « réveille-le », gravé dans le parquet, entouré d'un cercle de sel. 1901, le navire fantôme aperçu. Le capitaine Elias Hargrove, à bord du Sea Whisper, affirma avoir vu un voilier en plein brouillard, dérivant lentement. En s'approchant, il reconnut la structure du Marie Céleste, bien qu'il soit censé avoir été détruit depuis des années. Il flottait sans bruit. Ses voiles, elles étaient rouges, comme du tissu vivant. Et sur le pont, je jure devant Dieu, il y avait une petite fille. Elle chantait, mais sans bouche. Hargrove fit un malaise à son retour. Il devint aveugle. Ses derniers mots furent « Elle m'a montré ce qu'il y a sous l'eau. Il y a des villes, il y a des temples, il y a des trônes faits de vertèbres. » 1910, l'enquête de l'Université d'Oxford. Le professeur Henry Lancaster, expert en folklore marin, mena une expédition pour retrouver la zone du silence autour de la dernière position connue du Marie Céleste. Avec lui, une équipe de 5 chercheurs, un navire-école, des équipements d'enregistrement et un sous-marin à filin. Leurs relevés révélèrent des ondes sous-marines anormales comme une respiration cyclique, un champ magnétique variable qui dérégla les montres et fit exploser 2 compas, des sons enregistrés dans les abysses, un murmure humain répété en boucle, impossible à identifier, une voix d'enfant, puis l'expédition cessa d'émettre. 2 jours de silence. Quand un navire de secours arriva, l'équipage du navire d'exploration était toujours à bord, mais tous endormis. Aucun ne se réveilla. Leur cœur battait. Ils respiraient, mais leurs yeux étaient grands ouverts, fixant le ciel. Et ils chuchotaient, tous en même temps, une seule phrase. « Il nous a vus ». En 1952, le dernier écho connu. Dans une salle d'archives à Boston, une journaliste du Marinier Journal, Lucia DeBello, découvrit un fragment du journal original de Brigg, non archivé. Cette page, déchirée et à demi effacée, contenait un dernier message griffonné à la hâte. La mer a une bouche, mais elle ne parle pas. Elle écoute, elle apprend, elle nous rêve. Et maintenant que nous l'avons vue, nous sommes en elle, nous sommes le navire. Il n'y a pas de retour. Aujourd'hui, les marins n'oublient pas. Des capitaines évitent encore aujourd'hui la zone dite du Marie-S-Brice, près des Açores. GPS qui se brouille.
Instruments qui s'affolent. Voile qui se tache inexplicablement de rouge. Moteur qui s'arrête et un chant enfantin porté par la brume. Certains disent que si on se tait et qu'on écoute au ras de l'eau, on entend encore le grincement du Marie Céleste. Et parfois, une petite voix dit « Montez à bord. J'ai gardé une place. » Parfait. Le temps est venu de croiser les époques, de confronter les fantômes du passé à la fascination technologique d'aujourd'hui. Un descendant direct du capitaine Brigg, un homme rationnel, scientifique, qui va vouloir déboulonner le mythe du Marie Céleste jusqu'à ce que la mer lui murmure autre chose. Point de départ, août 2025. La mission s'appelle Echo D Project. Objectif officiel. Explorer une anomalie acoustique persistante dans la zone où fut repéré le Marie Céleste en 1872. Officieusement, Ethan veut faire la lumière sur la légende familiale qui le hante depuis l'enfance. À bord de l'Ocean Mirror, navire scientifique dernière génération, l'équipe s'approche du point 38°20, 17°15 W. Tout l'équipement fonctionne à merveille. Mais dès la première nuit d'ancrage, les caméras thermiques montrent des zones froides mobiles sur le pont. Aucune présence visible à l'œil nu. La mer murmure à nouveau. Le premier largage du drone sous-marin est un succès. Mais les signaux audio sont étranges. Une vibration régulière capte l'attention de Foresight, l'IA embarquée. Le son, ralenti et amplifié, est identifié comme une voix humaine. Viens. Leila, troublée, demande une réécoute. L'IA reconstruit des motifs linguistiques anciens, très similaires à se retrouver sur la page mystérieuse du journal de Benjamin Brigg. Elle en tire une traduction possible. L'eau pense en spirale. Elle t'attend. Les premières pannes. Le lendemain, tous les systèmes de navigation sont décalés de 11 degrés vers le sud. Impossible de recalibrer le GPS. La mer est calme, le ciel limpide. Mais l'anomalie magnétique rend les montres folles. Dans la cale de l'Ocean Mirror, le médecin découvre que toutes les aiguilles à l'intérieur de la trousse d'urgence sont tordues, comme par une force invisible. Dirk refuse de dormir sur le navire. Il dort sur une embarcation annexe, armée. L'image impossible. Ravi lance un drone équipé d'un lidar, radar optique, pour cartographier les fonds. À 143 mètres de profondeur, il détecte une forme massive, semblable à un navire immergé, mais mouvant. Quand les images sont extraites, elles montrent une goélette en parfait état. Sur le pont, une silhouette se tient debout. Une femme. Ces traits correspondent à Sarah Brigg d'après les photos d'archives. Ethan croit à un canular, mais personne n'a eu accès aux données. Le drone, remonté, est fondu à l'intérieur. Les circuits sont comme liquéfiés. La lettre retrouvée. Dans la cabine d'Ethan, une enveloppe jaune est posée sur son lit. Elle ne vient d'aucun membre de l'équipage. À l'intérieur, une copie d'une lettre signée de Benjamin Brigg. Si tu portes mon sang, tu porteras aussi la dette. Nous avons vu ce qu'il ne fallait pas voir. Si tu lis ceci, ne descends pas, car ce qui nous a pris est encore là, et il te reconnaîtra. Personne ne comprend comment cette lettre a pu apparaître. Ethan commence à perdre le sommeil. Il entend des bruits de pas au plafond, alors que sa cabine est au dernier niveau du navire. L'effondrement de l'esprit. La nuit du 18 août, Leila est retrouvée en transe dans la salle de sonar, écrivant frénétiquement sur les murs en spirale. Les mots sont des fragments de la lettre de Brigg en miroir. Ravi commence à voir des visages dans les écrans noirs. Il refuse de descendre dans la salle des machines où il entend des enfants chanter. Dirk quitte le navire à l'aube en embarcation de survie après avoir hurlé. Vous êtes fous de rester ici. Ce bateau vous regarde. Ce n'est pas une coque, c'est une bouche ouverte. Dernière descente. Malgré tout, Ethan organise une descente finale en drone câblé, direction la structure détectée. À mi-parcours, tous les systèmes vidéo s'éteignent. Puis, une image surgit, le pont du Marie Céleste, intact, flottant sous l'eau comme suspendu dans le temps. Et au centre, une petite fille qui tient une poupée. Elle regarde la caméra. Elle murmure. « Tu es revenu. On attendait. » Puis, l'image devient rouge et le drone se déconnecte. Le souvenir enregistré. Le jour suivant, l'Ocean Mirror dérive, sans capitaine ni équipage à son bord. Parfaitement intact, silencieux, une caméra automatique continue d'enregistrer. On voit l'intérieur du poste de commande, le siège d'Ethan, et derrière lui, dans le reflet d'un écran éteint, le visage d'un homme barbu qui ne faisait pas partie de l'équipage. Le dernier voyage.
2 mois plus tard, base navale de Norfolk, Virginie. Le HMS Mirror fut retrouvé dérivant au large des Açores. Aucun signe d'équipage. Tous les dispositifs d'urgence encore en place. La cuisine propre, les cabines intactes. Les journaux de bord s'arrêtaient tous à la même heure, 3h13 GMT, le 18 août 2025. Une enquête fut ouverte. L'hypothèse d'un abandon volontaire fut vite écartée. On envoya une équipe spéciale de récupération, dirigée par le colonel Adrian Ward, spécialiste des opérations maritimes classées. Mais les membres de l'équipe furent rapidement touchés. Maux de tête, insomnie, désorientation, saignement des gencives. Le médecin en chef, Dr Hélène Yamura, nota une phrase étrange prononcée par 4 personnes différentes en état de stress aigu. Le bois parle. Il se souvient. La découverte du journal audio. Dans la salle de commandement, on retrouva un appareil non identifié connecté à un port USB. À l'intérieur, un fichier audio unique nommé simplement retour.wave. La voix qui parlait était celle du docteur Ethan Brigg, mais altérée. Écho surnaturel, timbre déformé, tonalité sous-marine. Ce n'est pas un lieu, c'est un esprit, une conscience ancienne, faite d'eau, de silence, de mémoire. Le Mari Céleste n'est pas un navire, c'est une idée. Et maintenant, je suis sa bouche. Les troubles s'étendent. Dans les semaines suivantes, plusieurs employés de la base commencèrent à dessiner des spirales compulsivement. Sur les murs, les papiers, leurs bras. Certains parlaient une langue inconnue en dormant. Les psychiatres pensèrent à une forme de psychose contagieuse, jusqu'à ce que les fichiers audio de surveillance commencent à émettre des sons anormaux. Les analyses montrèrent une fréquence sonore active dans la bande 33 Hz, inaudible pour l'homme, mais captée par le matériel. Quand elle est diffusée, les lumières vacillent et les enregistrements de sécurité se noircissent quelques secondes, avec parfois une silhouette floue visible dans le fond. Transmission. Puis survint l'incident Southampton. Une équipe de documentaristes ayant obtenu des extraits de l'audio trouvé sur le HMS Mirror diffusa quelques secondes du fichier dans un podcast maritime. Le lendemain, 25 000 personnes rapportèrent avoir fait le même rêve. Elles se retrouvaient à bord d'un navire vide, en train de dériver, appelées par une petite fille qui tenait une poupée, faite de corps de voile. Certains se réveillèrent en criant. D'autres ne se réveillèrent pas du tout. Un survivant. Leila Martin fut retrouvée sur une plage d'Islande, nue, grelottante, incapable de parler. Après plusieurs jours de mutisme, elle demanda une feuille et un stylo. Elle écrivit « Il est monté. Il a traversé l'eau. Il a une voix maintenant. Et un nom. Ethan Brigg. Mais ce n'est plus lui. Le navire est en marche. Il a quitté l'océan. » Son cœur s'arrêta pendant 2 minutes cette nuit-là. À son réveil, ses yeux étaient entièrement noirs. Et elle souriait. La propagation. Les rumeurs enflèrent. Des zones maritimes se mirent à mourir. Les poissons y fuyaient. Des navires affirmaient avoir perdu 12 minutes de temps objectif en passant à certaines coordonnées proches des Açores. Un bateau fantôme fut aperçu simultanément depuis 3 continents, à 3 fuseaux horaires différents. Des enquêteurs commencèrent à parler des éco-cognitifs. La légende du Mari Céleste serait devenue un virus mémétique, vivant dans les esprits, se servant de la mémoire humaine comme d'un réseau. La disparition de la base. Le 21 décembre 2025, la base de Norfolk fut mise en quarantaine. Communication brouillée, satellite coupé. La dernière transmission fut une image vidéo fixe, un couloir vide illuminé faiblement. Au fond, une silhouette marchait lentement, des traces d'eau salée sous ses pieds et quelque chose dans ses bras. Une caisse, gravée de spirales. La boucle. Quelque part, sur un port déserté, un voilier sans nom flotte doucement, ses voiles blanches tachées de rouge. Il n'a pas de pavillon, pas d'équipage visible, mais une petite fille chante sur le pont, doucement, en regardant l'horizon. Et si l'on tend l'oreille, la mer semble fredonner avec elle. Le bateau qui nous regarde. Il y a des histoires qui vieillissent avec le temps, et d'autres qui s'enracinent, qui s'enfoncent dans notre inconscient collectif comme une écharpe qu'on ne peut extraire, parce qu'elle n'appartient pas seulement au passé. Le Mari Céleste est de celle-là. Les faits, les dates, les hommes. Une chronologie troublante. 5 décembre 1872, le Mari Céleste est découvert en pleine mer, sans équipage, intact, voile partiellement déployée, cargaison en place. Aucun indice concluant, aucune trace de lutte, aucune explication. À son bord devaient se trouver 10 personnes. Capitaine Benjamin Brigg, sa femme Sarah et leur fille Sophia. 7 membres d'équipage,
tous expérimentés. Aucun survivant, aucune trace. Et pourtant, dans notre récit, un passager non listé est monté à bord, porteur d'une caisse ailée. Des années plus tard, ceux qui approchèrent ou étudièrent le Marie Céleste virent leur santé mentale se détériorer. Capitaine Jimon Parker, qui fit naufrage et devint fou. Edward Mallory, disparu sans laisser de traces. Capitaine Hargrove, devenu aveugle après une rencontre dans le brouillard. Le professeur Lancaster, retrouvé catatonique après une plongée sous-marine. Des phrases revenaient sans cesse, dans des langues différentes, des époques éloignées. Il n'est pas dans la mer. Il est la mer. Réveille-le. La mer a une bouche. Les questions qui hantent toujours. Pourquoi aucun corps n'a jamais été retrouvé? Qu'est-il advenu de cette fameuse caisse gravée de spirale, présente dans tant de témoignages? Comment expliquer les témoignages répétés d'une petite fille sur le pont, parfois des décennies plus tard, qui a gravé la dernière phrase dans le journal de bord de Benjamin Bright? Nous sommes en lui. Et plus troublant encore, pourquoi, en 2025, un descendant du capitaine a-t-il disparu dans la même zone, avec une équipe de scientifiques, après avoir envoyé un message audio disant « Je suis sa bouche ». Une hypothèse audacieuse. Et si le Marie Céleste n'avait jamais coulé? Et s'il n'était pas un simple navire, mais une entité, une forme de mémoire collective vivante, capable de se greffer à ceux qui la contemplent trop longtemps? Et si la mer avait un esprit, une conscience, quelque chose de si ancien qu'on n'a pas de mots pour le nommer, mais assez patient pour attendre, dans les rêves, les fréquences basses, les silences entre deux vagues? Des lieux réels. Des silences persistants. Les coordonnées du Marie Céleste restent exactes, vérifiables. 38 degrés 20 N, 17 degrés 15 W, une zone encore aujourd'hui évitée par de nombreux capitaines. Des anomalies magnétiques qui ont été scientifiquement constatées à plusieurs reprises. Le courant de fond y est décrit comme non naturel par les hydrographes. Et puis, il y a cette zone sans fond cartographiée, surnommée Marie-S Brise par les pêcheurs modernes, là où les filets reviennent vides ou trempés de rouge. Alors, que nous reste-t-il? Un nom, un vide, un vaisseau oublié, mais pas disparu. Et cette sensation étrange, quand on regarde la mer au crépuscule, que quelque chose regarde en retour. Peut-être que le Marie Céleste n'a jamais été abandonné. Peut-être que c'est lui qui nous attend.